Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une bataille entre le Portugal de Afonso VI et les peuples du Congo. La guerre était inévitable. D'un côté le Portugal plein d'ambition, lancé avec fierté à la découverte des terres d'outre-mer, avide surtout d'une énorme ressource en richesse que l'Afrique centrale possède. Les métaux, les produits de la terre. De l'autre côté, le royaume du Congo, structure politique complexe, une véritable référence dotée d'une identité forte et fière de son indépendance. Le 29 octobre 1665, c'est l'affrontement final, voulu par le Congo, coalisé avec leurs voisins. Partons ensemble découvrir cette bataille oubliée. Même si le Congo et le Portugal étaient des partenaires commerciaux et entretenaient des échanges culturels au XVIe siècle, l'établissement d'une colonie portugaise à Luanda en 1575 sous Sébastien Ier a affecté ces relations amicales, provoquant une crise et des heurts. Le Congo a d'abord aidé le Portugal dans cette initiative en envoyant une armée pour aider le gouverneur portugais, Paulo Dias de Novaes, lors de sa guerre contre le royaume africain voisin du Dongo en 1579. Mais plus tard, à mesure que la nouvelle colonie portugaise devenait plus forte, elle commença à faire face à la suprématie du Congo dans la zone. En 1622, les relations se rompent définitivement lorsqu'une importante armée portugaise envahit le sud du Congo et remporte une victoire sur les forces locales lors de la bataille de Bumbi. Pedro II, alors roi du Congo, répond personnellement en arrêtant l'invasion lors de la bataille d'Ambamba. Il cherche alors le contact avec les Pays-Bas, proposant une alliance avec les Néerlandais pour expulser les Portugais de Luanda et du territoire adjacent occupé entre-temps. Cette alliance ne s'est concrétisée qu'en 1641, lorsque les forces hollandaises ont pris Luanda et ont rejoint une armée du Congo, obligeant les Portugais à se retirer à l'intérieur des terres. Cependant, ils ne parviennent pas à expulser définitivement les Portugais, et par conséquent, les Lusitaniens finirent par vaincre et expulser les Néerlandais en 1648. Dans les années qui ont suivi le retrait des Pays-Bas, les gouverneurs angolais ont cherché à se venger du Congo et ont soutenu la traite négrière, soutenue par le monarque congolais, qui s'enrichit par la même occasion par une politique très agressive. Cette politique comprenait des attaques contre la région formée de petits royaumes semi-indépendants, appelés Dembos, qui séparaient l'Angola du Congo. Le Congo et l'Angola ont revendiqué l'autorité sur Dembos. Le roi Antonio Ier, monarque agressif à part entière, négocia avec l'Espagne le renouvellement d'une alliance anti-portugaise et envoya également des ambassadeurs à Dembos pour persuader les royaumes de rejoindre le Congo contre les Portugais, promettant l'aide espagnole. En 1665, l'un de ces petits royaumes, Anguilla, était en proie à une lutte de succession et les différentes factions en conflit demandent l'aide du Congo et de l'Angola. Les deux camps ont répondu par des armées. Dans les années qui suivent la guerre de Hollande, Don Garcia II cherche à faire amende honorable auprès des Portugais et à régler ses relations. Don Garcia II a tourné son attention vers les affaires intérieures après la période néerlandaise. Les missionnaires capucins arrivés d'Italie et d'Espagne ont aidé à fournir des clercs pour l'église en 1645. Bien que Don Garcia II ait d'abord accueilli les ecclésiastiques en 1652, il est devenu méfiant et les a accusés de comploter avec le royaume du Congo. La même année, il a emprisonné Dona Léonore, une reine âgée et respectée pour son implication dans un complot présumé. Léonore est morte en prison, ce qui a fait perdre à Don Garcia II la confiance de son peuple qui avait en son monarque. En 1655, Don Garcia II tente à nouveau de prendre Soyo. Deux fils de Pedro II, en tant que membres de la maison de Nunzdi, tentent de le renverser l'année suivante. Les Portugais sont intervenus en leur nom et ont également tenté d'attaquer le Congo par la même occasion. Cependant, Don Garcia II a vaincu les frères et a empêché les Portugais, qui se souvenaient de leur défaite écrasante après la bataille de Mumbondi en 1622, de traverser la rivière Loré pour un temps. En 1657, Don Garcia II avait anéanti ou absorbé toute la maison de Nunsondi. Cette unification permet de renforcer le pouvoir du roi du Congo. Mais le Portugal n'a nullement abandonné ses ambitions de conquête et de prise de contrôle.
La paix entre les Pays-Bas et le Portugal en 1649, suivie du départ des Hollandais d'Angola et de la résurrection du pouvoir portugais sur toute la côte depuis le règne de Juan IV, qui a redonné au Portugal son indépendance, renforcement poursuivi par son fils Afonso VI, encourage les conquistadors de Luanda à reprendre le vieux projet de satellisation du Congo. Les nuages menaçants ne feront nullement fléchir Don Garcia II dans sa détermination de conserver son indépendance et sa richesse provenant de la vente d'esclaves, et même ses relations amicales avec les Hollandais. Il envoie des ambassadeurs à Luanda proposer les conditions de paix. L'évêque du Congo devait résider à San Salvador et non à Luanda, comme c'était le cas depuis le début du XVIIe siècle. Toute l'administration ecclésiastique serait à nouveau centralisée à San Salvador, comme au XVIe siècle. Les missionnaires capuciens auraient libre accès à son royaume, l'intégrité territoriale du royaume serait respectée. Les conquistadors de Luanda s'abstiendraient d'actes hostiles à l'égard du Congo ou envers les sujets et vassaux du roi du Congo. De justes prix seraient pratiqués dans les transactions commerciales avec les négociants de Luanda. Des juges désintéressés seraient établis en divers points du Congo pour examiner les esclaves vendus afin de s'assurer s'ils étaient libres, volés ou réellement esclaves. À Luanda, ce projet de traité fut jugé impertinent et on lui en substitue un autre que Don Garcia II refuse. Aussitôt, une armée fut envoyée pour mettre son royaume à feu et à sang. Le roi s'empresse d'expédier une ambassade à Luanda pour capituler. Les termes du nouveau traité de paix étaient durs pour le Congo, et dans une version définitive, le roi Afonso VI les atténue quelque peu. Voici les principaux articles de ce traité que le Congo ne ratifiera qu'en 1656. Aucun Européen n'entrerait au Congo sans passer par le port de Luanda, excluant Hollandais et Espagnols. Le commerce à l'intérieur du Congo sera libre pour les Portugais. Les tissus, le sel et les esclaves devront circuler sans être frappés de péage. Des droits d'entrée pourront être perçus uniquement à la frontière avec l'Angola. Les salaires des porteurs seraient fixés au montant qu'ils atteignaient autrefois. Leurs charges seraient limitées à un poids convenu et ils ne devraient pas les abandonner à mi-chemin. Enfin, le Congo devait céder ses droits sur les terres situées au sud du fleuve Dendé, c'est-à-dire celles qui représentent l'Angola. On proposait toutefois de laisser à Don Garcia II les dites terres et l'île s'il acceptait de dévoiler aux Portugais l'emplacement de ces mines de cuivre et leur permettait de les exploiter. Dans l'un ou l'autre traité, le roi du Congo perd une partie de sa souveraineté. Le souverain opte pour le premier, sans pour autant renoncer définitivement à l'espoir de récupérer un jour ses possessions méridionales, espoir d'ailleurs parfaitement vain. Il préférait perdre l'île de Luanda plutôt que de voir les Portugais s'implanter directement dans le royaume du Congo. La crise entre Luanda et San Salvador continue à se développer pendant une décennie, avant l'explosion finale. En 1664, le successeur de Don Garcia II, Don Antonio Ier, réclame toujours gouverneur de l'Angola, les terres perdues et l'île de Luanda. On lui répond qu'il doit d'abord céder ses mines, à quoi il réplique que ces mines n'existent pas. Le noyau de la force portugaise, commandé par Luis Lopez de Sequeira, était composé de 450 mousquetaires de 2 pièces d'artillerie. Il y avait également des soldats brésiliens, africains et amérindiens, ainsi que des Imbangala et d'autres forces africaines, totalisant environ 15 000 soldats. L'armée congolaise comprenait un grand nombre d'archers paysans, probablement environ 15 000, et environ 5 000 soldats d'infanterie lourde équipés de boucliers et d'épées, et un régiment de mousquets de 380 hommes, dont 29 portugais dirigés par Pedro Dias de Cabral. Les deux armées opéraient à une certaine distance de leur base principale. Il y avait marché pendant quelques jours pour atteindre le champ de bataille, le long de la vallée de la rivière Ulanga. Au sud de la capitale Ambuila, des montagnes escarpées, la rivière délimitait le côté est du champ de bataille, et de basses crêtes à l'ouest. Les forces portugaises ont pris possession entre les deux, avec leurs forces africaines déployées sur les flancs et les mousquetaires prenant une formation en forme de losange au centre, ancrée par leur artillerie.
Les forces d'Imbangala sont restées en réserve. L'armée d'Antonio Ier avance sur la formation portugaise avec une avant-garde suivie de 3 divisions de son infanterie lourde et d'archers sur les flancs. Le duc de Bengo commandait la réserve. Au début de la bataille, les archers congolais ont balayé la plupart des archers africains des forces portugaises du terrain, puis ont lancé des attaques contre les mousquetaires portugais soutenus par leur propre infanterie lourde et leurs mousquetaires. Malgré les combats, les Congolais ne parviennent pas à briser la formation portugaise et Antonio Ier est tué lors de la dernière tentative. La plupart des forces congolaises se sont désorganisées après la mort du roi. Les survivants n'ont pu se retirer que grâce à l'habileté du duc de Bengo dans l'arrière-garde et les réserves. Plus de 400 fantassins lourds congolais ont été tués lors de la rencontre, ainsi que de nombreux autres archers. À ces pertes s'ajoute celle de l'aumônier royal, le prêtre capucin Francisco de San Salvador. Le fils du roi Antonio Ier, âgé de 7 ans, a été capturé par les Portugais. Après la bataille, la tête du roi fut enterrée avec cérémonie par les Portugais dans la chapelle Notre-Dame de Nazaré, située sur la baie de Luanda, et la couronne et le sceptre du Congo furent envoyés à Lisbonne comme trophée. Le Portugal a obtenu un acte de vassalité de Dona Isabel, la régente d'Ambuila, mais n'a pu exercer aucune autorité réelle sur la région une fois ses forces retirées. En 1693, ils durent revenir pour tenter de soumettre à nouveau la région. Au Congo, la principale conséquence furent que l'absence d'héritier immédiat plonge le pays dans la guerre civile. Cette guerre civile qui a duré un demi-siècle a entraîné une décentralisation et des changements fondamentaux du Congo, amenant les historiens congolais dès 1700 à situer cette bataille comme un tournant décisif dans l'histoire de leur pays. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 4 mars 1665, c'est la deuxième guerre anglo-néerlandaise. L'Angleterre déclare la guerre aux Provinces-Unies. La guerre prend fin en 1667. Le 17 juin, c'est la victoire des Portugais alliés aux Anglais lors de la bataille de Villaviciosa sur les Espagnols, assurant l'indépendance du Portugal définitivement. Le 17 septembre, c'est le début du règne de Carlos II, roi d'Espagne, qui prend fin en 1700. La régence est assurée par sa mère Maria Anna de Austria. Elle se heurte à l'ambition populaire de Don Juan José de Austria, bâtard de Philippe IV, roi d'Espagne et père de Carlos II. Le 27 novembre 1665, c'est la victoire navale de l'ordre de Malte sur les Ottomans à la bataille de Porto Delfino. Comme on l'a vu lors de la bataille d'Ambulia en 1665, les forces portugaises remportent leur première victoire contre le royaume du Congo depuis 1622. Ils ont vaincu les forces commandées par Antonio Ier en le tuant ainsi que beaucoup de ses courtisans, ainsi que le prêtre capucin luso-africain Manuel Robredo, légalement connu sous le nom de Francisco de San Salvador, qui avait tenté d'empêcher cette guerre finale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.